Ici, comme ailleurs, toutes les vérités n'existent pas, les solutions globales non plus. Un esprit de discernement donc s'impose à toutes et à tous pour une véritable cohésion sociale. C'est tout notre souhait pour vous, mesdames et messieurs, cet esprit, donc cette façon de voir que nous vous souhaitons pour cette journée de jeudi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Nous sommes jeudi, avant-dernier numéro de la semaine, avec toute la team pour vous servir encore un temps de bonheur, un temps de partage autour d'un invité que nous allons installer dans un moment très court. Mesdames et messieurs, mais avant, voici donc pour vous le clip d'entrée pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour ce jeudi. Bienvenue donc, on se retrouve juste après. Allez. Alors c'est bien dit avec du rythme et de la cadence d'Oudenji, mesdames et messieurs, pour vous souhaiter la bienvenue à l'apéro déjeuner, acte numéro 4 de la semaine. Chaque jour qui passe, nous remplissons au mieux donc notre mission, celle de vous procurer le bonheur du lundi au vendredi quand il est 11h, temps universel sur la télévision du Burkina Faso. L'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont eu l'histoire, un parcours raconté. Vous êtes à la bonne adresse, merci de nous rejoindre et merci également à ceux qui nous viennent de nous prendre en vol. Drabo le chancelier est avec nous puisqu'aujourd'hui c'est jeudi, jour également prévu pour la rubrique culture musique. Avec lui, nous allons connaître les grands rendez-vous donc de ce week-end. Bonjour Drabo. Et bienvenue. Bonjour à toi Jackie, nouvelle journée, nouveaux défis et espérons que tout un chacun de nous soit vainqueur de ces défis-là. On va saluer tous les téléspectateurs comme toujours qui prennent du plaisir à nous suivre quand il est 11h sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. Cette émission apéro, comme tu l'as dit, c'est le véhicule de la bonne humeur et tous ceux qui sont à la recherche de la bonne humeur, c'est la meilleure adresse et comme je le dis, big up. Voilà. Big up. Alors Jackie, je vais partager avec vous une situation que j'ai vécue hier. Dans la soirée, je me suis retrouvé dans un petit coin juste pour me désaltérer. Et à un moment donné, monsieur s'approche vers moi, il me salue, c'est bien le Samaritain? J'ai dit oui. Ah, que lui, il suit l'émission. Mais il n'a jamais eu l'occasion de croiser quelqu'un de l'équipe. Figurez-vous, c'est toute une histoire, hein, mais on va aller rapidement. Alors, il a une boutique de télécom et il a dû renvoyer sa secrétaire à cause de l'émission. Parce qu'à chaque fois, quand la secrétaire est connectée sur l'émission, quand un client vient, c'est à peine même si elle écoute le client. Il y a des moments où on dit au client, non, il n'y a même pas la marchandise. Pendant qu'il y en a. En fait, pour se lever, aller servir, là même, ne pas rater un seul instant. Même pour prendre le téléphone, c'est souvent compliqué. Bien sûr, beaucoup de clients se sont plaints. Il a fait la remarque. Il a renvoyé cette fille-là. Et un jour, comme par hasard, un dimanche, il était à la maison, il a pris le temps de suivre l'émission et lui-même il est rentré dedans. Je pense qu'il a rappelé... non, justement, dans les causeries hier, il a pris son téléphone devant moi, il a rappelé la secrétaire, il dit bon, si elle n'a rien trouvé pour le moment, qu'elle revienne, ils vont renouer le truc. Et il a insisté à ce que je passe même dans la boutique ce matin parce qu'il a donné rendez-vous à la fille à 8h. J'y étais à 8h, la fille est venue, et si tout va bien demain matin, je dis demain matin, la semaine prochaine, la fille va reprendre... Bravo, ça c'est donc vraiment, voilà, et c'est un de tes frères, c'est un badaud, on s'est rencontrés par hasard, et j'ai tenu à lui dire merci, c'est sûr qu'il est connecté à ce moment de Champi Télécom, à Koulouba, j'ai tenu à lui dire merci, super. Oui, mais aussi à la secrétaire, quand le travail, il faut travailler, et nous ici, là, c'est notre travail. Vraiment, ça fait plaisir d'entendre quel témoignage, merci à monsieur Bado, et puis merci pour la hauteur d'esprit, merci aussi pour la vérité, c'est ça aussi l'homme, être vrai, être sincère, être soi-même. Il était vraiment dépassé. Et d'ailleurs, il invite l'équipe à faire un tour de ces quatre dans sa boutique. Quand tu ne vis pas ce que l'autre vit, tu n'es pas à mesure d'apprécier ou de comprendre sa situation. Il a fallu que lui-même vit cette situation pour comprendre pourquoi la secrétaire était tout en discrète et concentrée sur l'apéro déjeuner, malgré la présence d'un client au sein de sa boutique. Merci pour la hauteur d'esprit, merci pour la compréhension et surtout merci pour la réhabilitation donc, de cette dame au sein donc, justement, parce que j'ai été témoin ce matin et j'ai beaucoup apprécié et j'ai dit bon, on va le dire merci en direct. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Alors tout à l'heure avec toi, nous allons exactement grande date on est presque au week-end. Il y a des grands rendez-vous par-ci par-là et c'est le jour pour nous de vous donner les grands rendez-vous du week-end pour ceux qui veulent s'amuser ou aussi apprendre parce qu'on apprend en s'amusant également dans certaines activités. Tout à fait. Merci beaucoup. Tout à l'heure donc avec toi pour le développement dans la rubrique culture musique comme tous les jeudis. Alors Mika est avec nous pour le début de cette aventure.
ce matin. Alors, comment est-ce que tu vas? J'espère que c'est la pleine forme. Oh, oui, on va te souhaiter une belle journée également, Mika, et puis aussi recueillir ton bonjour. Oui, bonjour Jackie. J'aime beaucoup ce que tu portes. Ça Merci. rentre très bien à l'écran et le message que ça passe est juste wow. Mais est-ce que tu peux partager le One message? continent, same dream. Same dream. Voilà. Tout simplement, Un le même continent, le même rêve. Comme pour dire qu'il faut avancer ensemble, main dans la main. L'union fait la force. Quand C'est on est ensemble. que l'on fait des grandes choses. Exactement. Il est difficile de nous vaincre. Alors, bonjour téléspectateurs. Ce matin, j'ai une pensée spéciale, Jackie, pour toutes ces personnes-là qui ont de la tristesse dans le cœur. Okay. Toutes ces personnes-là pour qui le ciel est un peu gris. Ça peut arriver parfois dans la vie de tout un chacun. Mais comme j'ai l'habitude de dire, en fait, c'est dans nos limites que Dieu confirme sa seigneurie. Merci beaucoup. Voilà, c'est là où on est limité, là où on pense que tout est impossible, que Dieu vient nous montrer qu'il est Seigneur. Merci beaucoup. Voilà, il Mika. est tout puissant, il montre vraiment sa seigneurie. Je prie donc que Dieu nous apporte sa lumière, son amour pour vraiment colorer cette journée et le reste de la semaine avec tout ce dont on aura besoin. L'apéro est là pour vous apporter en tout cas toute la bonne humeur dont vous aurez besoin. Allez, on est ensemble pour toute cette émission. Bisous. Merci beaucoup, Mika, et merci encore pour cette pensée que tu as eue à l'endroit donc de toutes ces personnes qui connaissent des moments difficiles, qui sont habitées par une tristesse. Alors, laisse-moi te dire que nous vivons également cette situation, mais avec nos téléspectateurs, nous pensons pouvoir donc aller encore plus haut et surtout aller chercher encore plus la dernière énergie, la dernière force pour leur faire plaisir, parce que c'est notre mission. Exactement. Et personne ne viendra donc la faire pour nous. Merci encore pour tout cela et merci pour les prières. Merci à toutes ces personnes également qui nous reçoivent et qui vivent ces situations difficiles. Vivement qu'à l'apaise et que chacun de nous puisse recouvrir surtout la bonne humeur et surtout le bien-être intérieur. Adèle Ramba est avec nous pour ce jeudi. Avant-dernier numéro de la semaine également, on va lui dire bonjour et lui souhaiter une belle journée de jeudi, tout en espérant justement qu'elle puisse également partager son bonjour avec vous, téléspectateurs, avant donc de saluer notre invité de cette matinée. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous êtes bien réveillés, j'espère que vous êtes réveillés du bon pied ce matin, comme moi. Alors tout se passe très bien, tout se passe à merveille. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie de tous les jours. Alors une petite citation. Avant de poursuivre, voilà, je cite: la vérité du pauvre n'a aucun poids devant le mensonge et la méconnaissance du riche. Fin de citation. Donc restez connectés, l'apéro déjeuner se poursuit. Merci beaucoup pour la citation de cette journée. Merci également à toute la team. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, notre invité nous rejoint juste après cette transition. Il est natif de la commune donc de Kayao, né d'une mère ménagère et d'un père agriculteur. Il va perdre la vue de l'âge de 7 ans, c'est-à-dire en 1996, exactement à Samorogouan, dans la province du Kénédougou, suite à la rougeole. Des moments difficiles qui ont conduit notre invité à rejoindre l'ABEPAM, l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants. C'est à Ouagadougou où il était donc inscrit à l'école de ces jeunes aveugles, déjà en classe d'observation pour une formation en écriture braille, afin de mieux poursuivre ses études. Discipliné et excellent dans le travail, ses résultats scolaires feront la totale satisfaction de l'administration de l'école, ainsi que celle de sa famille entière. C'est jusqu'en classe de CE1, le brillant élève qu'est notre invité confirme ses compétences intellectuelles et sa discipline dans le travail. C'est ainsi que les autorités administratives de son école vont le placer avec fierté leur confiance et décident ainsi de l'intégrer dans une école de personnes valides afin de favoriser l'éducation inclusive et de donner une bonne image de personnes vivant avec un handicap visuel à travers les bons résultats de leurs élèves. C'est ainsi qu'en octobre 2001, il va intégrer l'école Camp de l'Unité, où il est le seul élève malvoyant à étudier avec une 50aine d'élèves valides dans la classe. Malgré les diverses difficultés rencontrées, il va conserver toujours sa place de leader, au premier rang en classification. Il obtient ainsi son certificat d'études premières en 2014 et va poursuivre ses études secondaires au lycée privé Mix Montaigne, toujours dans la capitale du Burkina Faso, où il obtiendra un peu plus tard son brevet d'études du premier cycle, le PPC, en 2010. En juillet 2013, il décroche son baccalauréat
série A4, dans le même lycée. En septembre 2013, il s'inscrit à l'université de Ouagadougou. Aujourd'hui, l'université professeur Joseph Kizerbo, avec pour filière d'études l'anglais. En 2015, il décide de se lancer dans la formation professionnelle. C'est ici qu'en octobre de la même année, il va s'inscrire à l'école supérieure de commerce, d'informatique et de gestion, ISCO-IGES, dans le but de poursuivre ses études en communication d'entreprise. Wow. Mesdames et messieurs, c'est un parcours brillant, exceptionnel pour quelqu'un qui, aux yeux de la société, avait toutes les raisons d'échouer et de se retrouver aux abords de la rue avec une boîte pour mendier. Oh oui. Il a dit non, il a déjoué les pronostics, il a bouleversé les pronostics et aujourd'hui, il est une référence, il est un modèle qui inspire plus d'un. Mesdames et messieurs, c'est un entrepreneur en communication que nous recevons pour vous ce matin dans la rue Tranche de Vie. Il est Élisée Nikiema. Bonjour, cher invité et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour chers téléspectateurs. Très ravi d'être avec vous. Comment est-ce que ça va? Je me porte très bien. Est-ce que nous avons écorché un peu une partie de votre parcours? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres informations que nous pouvons rajouter? Alors, je crois que l'essentiel a été dit. D'accord. Et je crois que pour ce qui concerne les détails, nous n'irons pas plus en profondeur. Oui. Voilà, c'est de dire que après l'année 2018, oui. Au cours de laquelle j'ai obtenu la licence en marketing et communication d'entreprise, voilà, je fais beaucoup dans le domaine de la communication en ce qui concerne la sensibilisation pour le bien-être de toutes les personnes en situation de handicap de façon générale. Wow, c'est impressionnant. Leadership, sens du management, de l'administration, de courage et surtout la sociabilité le définissent entièrement. Monsieur Élisée Nikiema, nous allons remonter le temps pour encore plus savoir, connaître les conditions dans lesquelles vous avez évolué lorsque vous avez été foudroyé par cette rougeole et qui a eu pour conséquence la perte de vos yeux. Merci beaucoup pour la question. Je voudrais avant toute chose rendre grâce au Tout-Puissant qui a un plan pour tout être humain sur la terre. C'est pas faux. Il y a des choses qui sont cachées à l'homme. Oui. Mais Dieu a connaissance de ces choses-là, bien avant même que nous les vivons. Ce fut une chose très ardue, difficile à supporter. Je dirais premièrement pour mes parents, pour ma famille. J'avais l'âge de 7 ans. Il n'était pas facile parce que je voyais l'univers. Et jusqu'ici, je me rappelle très bien des images de la nature que je pouvais voir de mes yeux. Et la dernière image que vous avez vue de vos yeux? Je peux dire la dernière image que j'ai vue avant de perdre la vue, c'est ma mère. Donc c'était des moments très difficiles. Et je me rappelle bien lorsque je souffrais de la maladie, je ne dirais pas moi, mais nous. Pourquoi? Une chose qui va encore toucher les cœurs ou offusquer d'une part, c'est que je n'ai pas perdu seul la vue dans notre famille. J'ai perdu la vue, moi et ma grande sœur directe, même père, même mère. De surcroît, la même année, le même mois, le même jour, la même heure. Non. Comment cela a été? Chose mystérieuse. Elle souffrait aussi de Elle était rougeole? malade? Elle souffrait également de la rougeole. Wow. Et à chaque soir, la maman ayant appris que c'est une maladie qui pouvait conduire à ce malheur ou disons à cette perte de vue, à cette cécité, à chaque soir, elle venait nous tester. Elle peut venir par exemple aux environs de 16 heures comme ça, demander est-ce que vous voyez la lumière? Et lorsque nous répondons, bon, elle s'assure qu'il n'y a pas de problème oculaire. Et c'est un soir, elle est venue d'abord, elle a demandé, nous avons répondu, elle est partie et elle n'a pas attendu que la nuit tombe. Elle est revenue encore, elle a demandé et tous nous avons répondu
il se fait nuit. Aïe. C'est là qu'elle s'est inclinée. Est-ce que vous avez mesuré à cet instant précis la gravité de la situation, vous concerné directement? Pour moi, c'était vraiment très difficile. Et je peux dire qu'en ce moment, je ne me retrouvais pas parce que c'était les vacances. Et on s'apprêtait à me scolariser parce qu'en ce moment, on attendait que tu aies au moins l'âge de 7 ans pour qu'on t'envoie à l'école. Et en ce moment, ma grande sœur qui perdait la vue au même moment que moi avait déjà fait le CE1. Donc c'était difficile parce que pour moi, je m'attendais à la rentrée, à être avec les élèves, être un écolier, porter un sac, voilà, aller à l'école. C'était des moments de joie. Et pour moi, c'était dans 2 mois. Et voilà cette contrariété qui apparaît. Monsieur Élisée, lorsque cette contrariété est arrivée, lorsque maman a réellement constaté que, à l'instant T, ces 2 enfants venaient de perdre la vue, quels ont été les premiers propos qu'elle a pu lâcher au bout de ses lèvres? Je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Tout en larmes, elle disait des aveugles, en langue morée, zuense, zuense. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu cette mère qui exprimait toute cette tristesse qui ne saurait être décrite par un lexique quelconque? Nous n'avions pas eu d'autre chose que de fondre en larmes, puisqu'on n'était même pas conscient. On n'était pas conscient pour nous. Alors c'est le rythme de la nature. Pour nous, il fait nuit comme normalement, tous les jours. Comme elle vient, elle n'a pas pu vraiment garder, retenir ses larmes, et que nous entendons par sa voix les pleurs et ces mots qui sortaient de sa bouche, nous avons été émus, de telle sorte qu'on s'est joint à elle. C'est là que vous avez réalisé que véritablement, il y avait un changement de situation, voire un changement de réalité dans la vie qui intervenait en ce qui nous concerne. Et plus tard, quand ces personnes, le voisinage qui vous côtoyaient, ont appris la situation, comment est-ce que le regard était à présent sur vous? Comment est-ce qu'ils l'ont pris? Comment est-ce que vous étiez traité? Il faut dire qu'en ce moment, selon la perception humaine, nous étions, je vais dire, des moins que rien maintenant. Oui. Parce que même pour ceux-là qui ne vivent pas avec une cécité, la lutte est si rude pour accéder à la réussite. Oui. Et voilà que nous venons de perdre la vue. Et de surcroît, le papa, il était dans cette contrée-là pour une mission pastorale. Donc du point de vue religieux, c'était très difficile pour lui. Tu es là pour soutenir les gens spirituellement, tu es là pour les soutenir socialement, par les efforts de tous tes moyens, et voici qu'un tel choc intervient. Donc nous pensions à tout cela. Pourquoi le pasteur, l'unique, le premier d'ailleurs, du département, voit ses enfants perdre la vue au même instant? C'était difficile. Très difficile. Et plus tard, après avoir parcouru votre biographie, M. Élisée Nikéman s'est retrouvé à l'école. Oui. Les parents ont donc décidé de vous conduire à l'ABEPA. Voilà, effectivement, il faut dire que nous avons appris qu'il y a une école pour les personnes vivant avec un handicap visuel. Mais c'est 2 ans plus tard. Donc, je voudrais ici dire merci à papa, dire merci à maman pour les luttes. Parce que je me rappelle bien, sur sa moto L2, Oui. nous avons effectué des voyages
dans le but de récupérer ma vision. Donc c'est pendant 2 ans de parcours, de recherche pour remédier au problème que finalement nous avons entendu parler qu'il y a une école pour les personnes en situation de handicap visuel. Et c'est pourquoi, en fin de l'année 1997, en décembre, que le papa m'a mené à Ouaga pour que je sois scolarisé. Et vous avez été scolarisé à l'ABEPAM, Effectivement. élève brillant. Tout à fait. Vous êtes sorti haut les mains, vous avez pulvérisé les records. Et quelle était votre méthode de travail? Alors, il faut dire que lorsque nous sommes arrivés, la sœur, elle a été hébergée parce qu'ici, il y a le système de l'accueil que l'ABEPAM applique jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, vous venez à Ouaga, nous venons, la plupart des élèves viennent des régions, voilà. Et pour trouver un logement, ce n'était du tout pas facile. Donc, je profite ici de dire merci à l'ABEPAM et aussi merci à la famille d'accueil, la famille Ouedraogo, voilà, qui m'a accueilli. Donc, ce n'est pas par connaissance, c'est juste la communication, l'entente et l'entraide qui a permis que je sois logé, accueilli au sein de cette famille-là. Et là, c'était en fin décembre 1997. Voilà que j'ai été dans la famille. Maintenant, comment procéder pour l'étude? Il fallait d'abord passer par une classe d'observation. Donc d'abord, il faut travailler le mental de l'enfant. Il faut travailler de façon psychologique à ramener l'enfant sur une certaine mesure. C'est-à-dire ici, l'adapter, lui faire comprendre qu'il est encore possible pour lui de faire quelque chose malgré la situation qu'il traverse. Voilà, donc je peux dire que les anciens, déjà la formation a duré 6 mois. Et c'est après ces 6 mois que l'année scolaire suivante maintenant, j'ai commencé maintenant à faire le CP1. Donc je peux dire que le CP1 c'était au cours de l'année 98-99 que j'ai fait le CP1. Et je me rappelle bien, j'étais toujours premier de ma classe. Et nous étions environ 9-10 élèves au CP1. Élisée Nikema, restez avec nous parce qu'aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Il y aura de l'émotion, des témoignages qui vont rappeler aux uns aux autres la nécessité, ou plus que nécessité, de pouvoir donc accepter cette vie et de rendre grâce à Dieu chaque jour que l'on a le souffle de vie. Pendant que nous nous alarmons pour notre situation, il y en a juste à côté qui peut-être en vivent le triple ou le double. Que chacun de nous puisse relativiser et s'accepter malgré nos différences. La vie est ce qu'elle est, elle peut frapper à tout moment. Les bons, les méchants, tout le monde peut recevoir les coups de cette vie. Vivons donc utiles, sachons poser des actes utiles, sachons être utiles à notre société. Élisée Nikema reste avec nous. Bravo les chanceliers, réaction. Oui. L'émotion, je pense que l'émotion est déjà là. Hein. On écoute M. Nikema et comme on le dit, on se rend compte qu'on gagnerait à travailler ensemble, à s'aimer et à être plus solidaires. Alors on l'écoute, on sait qu'il a traversé des moments très difficiles. Moi, c'est encore le fait d'avoir connu, vu l'environnement, l'espace, et à plus tard, comme un voile noir qui se dresse. Et c'est pour toute la vie. Et à l'écouter, on sent que c'est quelqu'un également qui a un mental fort. Ouais. Quand on l'écoute, on sait qu'il a un mental fort. Moi, j'allais revenir un peu à votre arrivée ici à Ouaga, à l'ABEPAM. Est-ce que votre sœur a pu maintenir le cap comme vous quand vous êtes arrivé à l'ABEPAM? Quand on sait qu'avec les femmes, c'est encore plus compliqué. C'est vrai. Effectivement, il faut dire que Dieu a fait de bonnes choses pour nous deux. Elle a pu tenir le cap, je peux m'exprimer ainsi, parce que quand nous sommes arrivés, elle a premièrement eu la famille d'accueil, mais pour moi, ce n'était pas prêt. Donc,
elle a été accueillie en septembre. Et finalement, je suis revenu en décembre parce que c'est là maintenant que la famille était disponible pour m'accueillir. Donc, elle a pu également poursuivre. Elle a décroché son BEPC en 2011 et aujourd'hui, elle est enseignante en bilingue français-maoré. Wow. Elle enseigne où? Elle enseigne à l'école Siloé, Oui. une école inclusive, école pour personnes en situation de handicap visuel et qui reçoit également aussi les enfants valides, voilà, où elle est enseignante du primaire. Alors, où est-ce que vous avez eu toute cette motivation, M. Élisée Nikéman, pour poursuivre les études malgré votre situation de handicap? Merci bien pour la question. Je voudrais dire ici que bien avant que je n'ai une quelconque motivation, je peux dire que le plan que Dieu avait pour moi, il tenait vraiment à le réaliser. Et maintenant, je veux dire quelque chose. Rien ne peut résister contre la vision qu'on a. Le rêve qu'on a, rien ne peut si Dieu est pour ce rêve-là. Donc je peux dire, la motivation, c'est que pour moi, je ne voyais pas en moi un obstacle. On définit le handicap comme étant une barrière. C'est lorsque dans la tête, on crée une barrière qu'il y a une barrière. Mais si dans la tête, on note la barrière, alors il n'y a point de barrière. Alors, ça c'est une leçon de vie, c'est un message qui est fort, qui est adressé ce matin à toute cette jeunesse qui pense que tout est arrêté, qui pense qu'il n'y a plus d'issue, qui pense qu'il n'y a plus d'espoir. C'est vous le véritable problème. Il n'y a pas de problème au fond, mais vous êtes le véritable problème. Nous allons avec notre équipe technique de ce matin essayer de marquer une petite pause, transition musicale si c'est possible, le temps de revenir pour la suite de l'entretien avec notre invité. Sari, c'est quand vous voulez. Merci. Voilà. L'or et l'argent ne sont que des vanités. Le souffle de vie est la meilleure richesse du monde mondial et surtout l'amour vrai et sincère que nous avons pour nos prochains. Cultivons cela et mettons cela en avant. Mettons plutôt l'être humain en avant que de mettre plutôt le matériel en avant. Le matériel n'est que vanité, il peut disparaître du jour au lendemain. Et ce n'est pas Élisée Nikéman qui nous dira le contraire, puisque dans cette situation, il a compris la place de l'humain dans la vie. Il a compris quel est le rôle que l'homme doit jouer ici-bas, quand on sait que nous sommes mortels et que nous sommes toujours à 2 pas de croiser ou de rencontrer ce qu'il convient d'appeler la fatalité ou le coup de poing qui pourra tout arrêter dans notre vie. Monsieur Élisée Nikéman, Oui. pour vous, la place de l'homme dans la société. Pour moi, la place de l'homme dans la société, je dirais qu'elle s'intéresse essentiellement à l'utilité commune. Lorsqu'on vit, on ne vit pas pour soi-même. On vit pour l'autre. On vit pour autrui. Et notre importance se situe dans le fait que nous pouvons être utiles pour une autre personne. Être utile pour notre prochain doit être la meilleure définition de l'être humain. Mika. Oui. Wow, c'est comme Dravo le disait, il y a tellement d'émotions, mais en même temps, il y a tellement de force qui se dégage de notre invité. Waouh! C'est vraiment un chapeau bas que je lui fais. Alors, ma première question est celle-là. Avec votre sœur, vous avez perdu la vue le même jour, au même moment, au même instant. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu cette hypothèse-là de, je ne sais pas, d'une raison mystique? Est-ce que quelque part, vous n'avez pas pensé à ça? Parce que c'est vrai que beaucoup n'y croient pas, mais en Afrique, il y a encore beaucoup qui y croient.
Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça, surtout que le papa était dans le spirituel et tout. Est-ce que vous n'avez pas pensé à cette éventualité-là où... Je crois bien, c'est ce que j'ai même touché. Et je l'ai même dit, c'est mystérieux. Oui. Voilà, parce que plusieurs ont parlé, ont pensé et ont un peu touché du doigt la sorcellerie. Évoquer cette possibilité. Voilà. Maintenant, c'est comme je le dis, dans la vie, il faut toujours viser le positif. Tout à fait. Dans la vie de tout un chacun, il y a des choses inextricables qui interviennent, c'est-à-dire des choses très difficiles à comprendre et à expliquer. Oui. Et dans de tels cas, il y a une éventualité qui se présente. Soit vous basculez dans le sens positif, Oui. ou vous basculez dans le sens négatif. Maintenant, il y a la conséquence. Lorsque vous basculez dans le sens positif, vous gagnerez. C'est Mais vrai. lorsque vous basculez dans le sens négatif, vous perdez en plus de ce que vous avez perdu. Exactement. Donc, ces choses ont été dites, entendues. Mais les parents, ainsi que nous, les enfants, Dieu nous a permis de basculer du bon sens. Dieu merci. Bravo, super. D'accord. Alors, ma seconde question, Jackie, c'est celle-là. Vous avez été amené à l'école normale parce que vous aviez des résultats extraordinaires. Voilà. Comment s'est passée votre intégration? Est-ce que vous avez été bien reçu ou bien, par vos camarades, je veux dire, est-ce que vous avez été bien reçu ou bien rejeté? Comment vous avez fait? Surtout qu'en temps, vous avez réussi à prendre la tête, ça faisait encore plus de jaloux, plus de mécontents. Surtout parmi les personnes Oui. qui avaient tous les sens. Exactement. Comment ça s'est passé? Alors, merci bien. Il faut dire qu'à ce niveau, j'ai vécu deux réalités. Dans un premier temps, une triste réalité parce que pour moi, je quittais des frères. Parce que c'était à l'école Camp de l'Unité. Et bon, vous voyez, les enfants, ils sont ensemble, ils s'amusent, ils font tout. Bon, et entre-temps, on m'enlève. Pour moi, j'ai vu ça d'un mauvais œil. Pour moi, bon, moi je suis là avec mes camarades, on est bien, on me dit d'aller avec des gens qui voient. Ah, comment est-ce que je vais m'en sortir avec ces gens-là? Donc déjà, l'intégration d'un côté ne m'a pas plu. C'était un défi. Et le comble, c'est que nous étions deux à être intégrés. Il y a une de mes camarades, dans une promotionnaire, Lucie Caboret, qui est agent de bureau. Je la félicite, elle vient d'avoir son concours professionnel même au cours de cette année 2020 là. Et elle est en formation actuellement à Bobo. Donc nous étions les deux à être intégrés. Mais l'ABEPAM, vous voyez, c'est face à face avec l'école Gonguin. Elle, on l'a intégré. Voilà. Donc, on l'a intégré à l'école Gonguin et moi, on m'a intégré à l'école Camp de l'Unité. Pour moi, c'était à l'école Gonguin. Bon, ça n'allait pas trop me gêner parce que c'est juste pour les cours et je suis à la BPAM. Je m'amuse comme je veux. Maintenant qu'on m'envoie à l'école Camp de l'Unité, ce n'est du tout pas facile. Bon, donc, quand je suis arrivé, j'ai été bien accueilli. Et je voudrais ici saluer Madame Suzanne Ouedraogo, voilà, qui était mon enseignante en son temps. Les braves enseignants. Voilà, elle a vraiment sensibilisé mes camarades. Voilà, elle les a vraiment sensibilisés. C'était pas facile au départ. Pour le faire comprendre que voilà, vous étiez pareil. c'est ça. Et par la suite, je peux dire que cette triste réalité s'est convertie en une autre réalité tout à fait contraire. Voilà, parce que finalement, moi qui ne voulais pas me détacher de l'ABEPAM, bon, il était un peu difficile de me voir fréquemment à l'ABEPAM parce que j'ai pu encore me créer un monde favorable à l'école Camp de l'Unité, où voilà, il y avait toute cette ambiance-là qui existait. J'étais là, j'avais déjà même mis en place une équipe. Voilà, quand on sort, on se divertit. Bon, les noms sortaient. Bon, d'autres disent président, d'autres disent
ancien. Bon, il y avait tous ces noms-là, général et autres. Bon, il y avait tous ces surnoms-là. Quel prénom? Président. Vous en train de parler ici. Je crois que vous devriez avoir la casquette de président. Parce que c'était Tout à celui fait. qui N'est-ce pas? voilà. Le bon aussi qui était bon. Alors, Élisée Nikema, c'est impressionnant. Ah oui. Très captivant cette histoire que vous nous contez ce matin. Ce qui nous reconforte encore dans notre slogan, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. On sait également que vous êtes animateur radio pour des émissions Panga Consomme Pouga. Ça veut dire que dans les moments difficiles, Tout à fait. la force, où est-ce qu'on doit tirer sa force lorsqu'on est dans une situation de handicap? Et cette émission, vous l'animez sur quelques radios de la place. Tout à fait. Et comment est-ce que vous vous êtes intéressé donc à l'animation radiophonique? Ça a commencé par quoi exactement? Merci bien. Il faut dire que c'est à partir de mon stage au niveau de CVK LVD. Voilà. Là, il y a la télé, il y a la radio. Et j'ai fait mon stage au niveau de la radio. Et je voudrais au passage saluer monsieur Albert Kabouré et aussi Tanti Wélor qui est chanteur. Voilà, donc qui m'ont encadré pendant ce stage-là. Et elle m'a demandé, Madame Wélor et aussi monsieur Kabouré, de proposer une émission. Je me rappelle bien une fois, Madame Peter me disait, il ne faudrait pas que tu quittes ici sans laisser quelque chose. C'est ce qu'elle me disait. Donc, ils m'ont finalement demandé de proposer des émissions. J'ai proposé 2 émissions. Voilà. Alors, comme la radio est confessionnelle, j'ai proposé une émission qui va dans le sens religieux et une émission qui est du volet social. Et finalement, c'est ce volet-là qu'ils ont dit qu'on va lancer ça parce que comme toi-même tu es dans la situation, alors si tu proposes quelque chose comme ça, ça sera utile pour des gens qui sont dans la situation et des gens aussi qui vivent une situation où ils ont des proches, des parents qui sont dans cette situation-là. Et c'est parti de là, voilà que j'ai commencé à faire des enregistrements et j'ai pensé comment est-ce que je vais dénommer cette émission. Et finalement, c'est le nom. Au départ, je pensais faire ça en français. Et finalement, j'ai commencé en moré avant d'ajouter le français. Donc, j'avais pensé d'abord à quelque chose qui pourra, par le nom de l'émission, déjà faire quelque chose. Qu'il y ait déjà une révolution dans la conscience en entendant même le nom de l'émission. Et c'est pourquoi j'ai dit quoi? Panga comme son poids. Panga qui veut dire force et comme son qui veut dire handicap. Et voilà pourquoi dans la traduction, je dis force en situation de handicap. Déjà, le handicap est perçu comme étant une faiblesse. Et pour d'autres, c'est une fatalité. Et pour certains, lorsque quelqu'un tombe dans cette situation, vite les résultats, l'avenir de la personne, c'est la boîte. Il faut quémander, il faut être un mendiant. Donc, pour moi, ici, tu es en situation de handicap, ce n'est pas un problème. Comment tu vas gérer ton handicap pour pouvoir l'oublier et être même envié? Voilà pourquoi j'ai parlé de force. Puisque le handicap ne met pas fin à ta vie. Voilà. Le handicap n'enlève en rien ton intelligence. Le handicap, au contraire, doit te stimuler et te motiver à être encore meilleur dans tout ce que tu vas essayer de faire ou d'entreprendre. Et c'est ce que vous avez fait. Vous êtes un véritable modèle. Il faut rappeler que vous êtes détenteur également d'une licence professionnelle en marketing et communication d'entreprise. Monsieur Élisée Nikema. Adèle Rwamba. Oui. Alors, monsieur Élisée, j'allais dire Ouedraogo maintenant. Monsieur Nikema, monsieur Élisée Nikema. Waouh, quelle leçon de vie, quelle leçon de courage. Alors, déjà, je pense que vos parents n'ont pas choisi votre prénom au hasard. Tout à fait. Élisée veut dire quelque chose de noble, de grand. C'est ça. Dieu sauve. C'est ça. Et
comme ce que vous venez de dire au début de l'émission, Dieu ne faisait jamais ces choses au hasard. J'ai discuté avec ma jeune sœur la dernière fois, on parlait d'un sujet et elle me disait aussi pareil, que Dieu sait ce qu'il fait. Effectivement, Dieu sait toujours ce qu'il fait. Il ne fait jamais les choses au hasard. Vraiment, moi je m'incline devant votre courage, devant votre dignité et surtout devant votre intelligence. Merci. Alors, entre 2018 et 2021, vous avez mené des activités au fait pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Est-ce que vous sentez que les choses bougent? Est-ce que vous pensez ou bien vous sentez que le gouvernement vous écoute? Est-ce que, puisque c'est les premiers responsables d'abord, est-ce que ceux-là même qui doivent vous pousser, vous aider à avoir plus confiance en vous, à travailler et exceller dans ce que vous faites, est-ce que ces personnes-là sont toujours présentes pour vous? Est-ce qu'elles vous tendent la main comme il se doit? Vraiment, question pertinente. Merci beaucoup. Je voudrais saluer la société de façon générale au Burkina. Mes parents n'étaient pas à Ouaga. Et ce sont des personnes qu'on ne connaissait pas qui nous ont accompagnés. Je peux dire que les personnes en situation de handicap sont ce qu'ils sont à partir de l'aide de Dieu. Et après cela, l'entourage. C'est leur entourage. Donc, je voudrais dire merci parce qu'il y a plusieurs personnes. Je pense à la famille Ouedraogo, à Gongé de maman Pascaline. Toute la famille, je leur adresse mes salutations. Ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé. Je développe selon cette logique-là parce que chacun de son côté a fait un effort. Maintenant, quant aux autorités de ce pays-là, dans un premier temps, je leur dirai merci. Parce que, vous voyez déjà, même pour les études, avant même qu'on atteigne même le volet professionnel, avant qu'on atteigne tout ce qui concerne l'employabilité de la personne en situation de handicap, d'abord son éducation. C'est bien, mais il faut plus faire. Si c'était à noter, c'est difficile. On n'aura pas de note à donner. Non, mais... 0 sur 20. Bon, on ne donnera pas le 0. D'accord, mais... On ne donnera pas le 0, voilà, de peur de justifier. Donc 5 sur 20. Ok, de peur de justifier. Parce que Voilà, en fait, égal à 0 doit être absolument. Bon, nous sommes au Burkina Faso. Vous avez étudié avec le stylo. Quand vous voulez, vous partez à la boutique là. Vous pouvez vous acheter le cahier que vous voulez, le bic que vous voulez, la gomme, tout. Tout ce que vous voulez, vous pouvez en acheter. C'est pas pareil pour moi. Oui, c'est vrai. Mon matériel ne se trouve pas au Burkina. Pourquoi? Et vous ne pouvez pas vous le procurer comme vous le souhaitez. Nous ne pouvons pas. Et ici, je profite de dire qu'il y a un sérieux problème quant à l'éducation des personnes en situation de handicap. De façon particulière, les personnes vivant avec un handicap visuel. Voilà, quand je suis arrivé à Ouaga, bon, j'ai entendu parler de l'APEPAM. En dehors de l'APEPAM, je ne pense pas qu'il y ait une autre école comme ça qui pourrait scolariser les personnes en situation de handicap. Et l'APEPAM, le GIA, l'école des jeunes aveugles, c'est une école privée, ce n'est pas une école publique. Et je me demande si à cette date-là, il y a une école publique pour les personnes en situation de handicap. Je ne sais pas. Visuel. Pour ce qui concerne les personnes visuelles, je ne pense pas qu'il y ait déjà. Donc à ce niveau, même si l'État accompagne les écoles privées avec des enseignants, je me dis que si l'État pouvait, en son sein déjà, du côté de l'éducation, travailler à améliorer les conditions de l'éducation inclusive et aussi travailler. Parce que le problème, c'est quoi? Si on dit, parce que tu es dans une situation de handicap, tu vas aller avec les personnes valides, ceux qui voient, disons. Bon, il y a un travail préalable qui doit être fait. Tout à fait. Donc,
Par exemple, quelqu'un qui perd la vie aujourd'hui et puis vous l'amenez déjà avec les valides, ça serait un peu difficile de pouvoir évoluer. Donc pourquoi pas avoir une école. L'école, c'est une école inclusive qui va accepter les personnes valides et aussi les personnes en situation de handicap. Mais la priorité d'abord peut être les personnes en situation de handicap. Et quelques années plus tard, maintenant, bon, les valides aussi peuvent intégrer, comme moi j'ai intégré après le CE1 l'école camp de l'unité. Voilà, donc il faut ce système-là. Là, on voit clairement que l'État a pris en main les choses. Maintenant, pour arriver au point concernant l'employabilité, c'est lamentable. Je m'excuse, mais c'est lamentable. Alors, vous le dites, c'est parce que vous le savez, c'est parce que vous avez été confronté à cette situation. Est-ce qu'il y a-t-il un témoignage à faire à ce sujet? J'ai des témoignages. Allons-y. Alors, j'ai été formé en tant que marketeur et communicateur. J'ai vu mon CV à plusieurs fois rejeté parce que j'ai un handicap. Au Burkina Faso ici. Ce n'est pas ailleurs. J'ai eu... Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Est-ce que ça a été mentionné? Pardon? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Est-ce qu'ils Rejeté? vous Est-ce ont qu'ils vous ont donné dit la que c'est à raison? cause de votre handicap qu'on rejette votre CV? Non, ils n'ont pas dit. Ils ne vont même pas dire que c'est à cause de ton handicap que ça a été rejeté, mais il y a eu au moins un certain nombre de comportements et c'est là qu'on voit. Par exemple, il y a eu un entretien que j'ai eu avec une entreprise de la place et j'ai déposé, puisque sur mon CV, je n'avais pas mentionné la situation de handicap. Je pourrais dire que c'était favorable déjà. Maintenant, c'est lors de l'entretien maintenant avec le directeur, le gestionnaire principal de la boîte là, bon, qu'ils m'ont posé le problème. Que bon, par exemple, que lui, il s'inquiète parce que bon, il ne veut pas dire que c'est la situation de handicap qui m'empêche de faire le travail, mais si par exemple, eux, ils ont besoin que je fasse des courses, comment est-ce que je peux me débrouiller? Et quelle a été votre réponse? J'ai dit non, la personne en situation de handicap, pour qu'il puisse collaborer avec vous, c'est une entente, parce qu'il s'adapte à tout en réalité. Déjà, pour que je sois même, dans l'enceinte même de l'entreprise, là, il a fallu une assistance. Pourquoi pas cette assistance-là? Il dit donc, si c'est ainsi, il va voir le staff et ils vont décider. Donc, je croyais un peu le convaincre à ce niveau. Au deuxième rendez-vous, ce qui m'a été dit, c'est que ils n'ont pas prévu embaucher deux personnes. Donc, il y a une question de budget qui se pose. Et j'ai dit, et si, pour moi, j'allais prendre la charge de cette personne? On me revient encore, on dit non, bon, il y a des cas où on a besoin que tu interviennes seul. C'est au Burkina, c'est à Ouaga ici. Donc. Est-ce qu'il y a une loi, est-ce qu'il existe une loi qui oblige, comme un peu partout ailleurs, hein, qui oblige les entreprises à embaucher un certain nombre de personnes en situation d'handicapé, entre guillemets, des personnes en travailleurs, enfin des travailleurs handicapés plutôt, des travailleurs handicapés. Est-ce qu'il y a une loi qui oblige les entreprises à les embaucher? Genre, chaque entreprise doit embaucher 5% de son effectif en personnes vivant avec un handicap, des personnes vivant avec un handicap, des travailleurs handicapés. Est-ce que cette loi existe au Burkina? La loi existe bel et bien. Est-ce que c'est appliqué? La loi n'est pas appliquée. Est-ce qu'au moment, est-ce que quand on vous refoule, quand on vous refuse et que vous savez que c'est votre handicap qui a été la cause, oui, voilà, de ce refus, est-ce que vous ne pouvez pas vous plaindre? Vous ne pouvez pas porter plainte contre cette entreprise pour que l'entreprise se justifie? Alors, je peux dire qu'à ce niveau-là, il est vraiment difficile de pouvoir passer à cette procédure concernant la plainte. Parce que même des agents de la fonction publique, entre guillemets, il y en a, c'est pas tout le monde, mais une grande majorité sont en méconnaissance même des droits des personnes en situation de handicap au Burkina Faso ici. Et je me rappelle très bien, vous voyez que
je vous informe ici que l'association, l'ABEPAM, l'Association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, existe depuis 1979 au Burkina Faso. Et la première fois que nous avons reçu la visite d'un premier ministre, c'était en 2014. Et il faut dire que c'est en 2014 également que une partie des personnes en situation de handicap a été recrutée au sein de l'État. Et après cela, jusqu'à aujourd'hui, actuellement même, je crois même que en fait, ce week-end-là même, là, il doit avoir la composition au compte de l'année 2020 pour les personnes en situation de handicap. Pourquoi? En 2014, après qu'on ait recruté sur mesure nouvelle, c'est là qu'on peut apprécier, on dit merci au passage à l'État pour cela, parce qu'il y a eu en tout cas un grand nombre qui a été pris, bon, même si ce n'est pas suffisant au moins, parce que selon la loi là, c'est 10%, c'est même pas 5%. Selon la loi, c'est un exemple que je peux voilà. Sinon, selon la loi au Burkina, ici là, c'est 10% qu'il faut prendre. Mais est-ce que le gouvernement donne l'exemple? Le gouvernement ne donne en aucun cas l'exemple. Parce que si nous allons prendre ce qui est pris actuellement, nous pouvons dire que nous sommes à moins de 1%. Wow. Nous sommes à moins de 1% parce que, pour exemple concret, c'est que les concours qu'on doit composer déjà, sur l'ensemble, les 10% qu'on devrait avoir, sur l'ensemble de ce que l'État attend pour ce concours-là, pour ce qui concerne les handicapés physiques, les handicapés auditifs, les handicapés visuels, 23 personnes en tout. Et déjà, pour ceux qui ont composé, nous sommes déjà, ceux qui ont déposé, nous sommes à plus de 900 personnes handicapées diplômées qui ont déposé pour passer ce concours-là, pour 23 personnes qui seront retenues et réparties en 3 branches. C'est-à-dire? Ça peut dire les visuels ont leur nombre là-bas, les physiques ont leur nombre là-bas et aussi les auditifs. Alors, dans les 23? Dans les 23, oui. Wow. Monsieur Élisée Nikema, Oui. est-ce que vous avez déjà pris part à un concours de la fonction publique? J'ai déjà pris part à un concours de la fonction publique à 2 reprises, en 2018 et en 2019. J'ai postulé au poste d'éducateur social parce qu'on est limité à cela. Voilà. Ça veut dire quoi? L'ouverture même, non seulement pour ce qui concerne la composition, c'est en un coup, et bon, les camarades disent coup KO. Nous n'avons pas au Burkina Faso cette chance-là de faire un concours ou de faire 2 concours. Pourquoi? Parce que même cette organisation-là, c'est en une journée, même si tu peux déposer en tout cas, tu peux faire le dépôt là en 3 à 4 concours selon le nombre de concours qu'ils vous ont permis de passer. Maintenant, quant à la composition, le jour J, vous allez composer dans un seul concours, puisqu'on n'organise pas 2 fois. C'est pas comme il y a toute une session. Pas comme pour les personnes. Non, c'est même pas ça. Ça ne se ressent même pas. Là, tu viens, tu composes. Et de surcroît, c'est pas tous les ministères. Quand je prends par exemple, depuis 2017, ce qu'on compose, il n'y a que quelques ministères seulement qui accueillent, qui recrutent, je vais dire seulement, bon, la fonction publique, le ministère de la fonction publique qui recrute, mais au compte de quelques ministères qui acceptent le reçoit. Par exemple, au niveau des visuels, je sais qu'au niveau bac, il n'y a que 3 postes pour cette année. L'année passée, c'était pareil. L'année surpassée, c'était pareil. En 2019, c'était pareil. Voilà, un candidat comme attaché en droits humains. Ça, c'est tout. Chaque année, c'est ce qu'ils amènent pour les visuels. Pour ce qui concerne les éducateurs sociaux, il y en a 2. Et j'informe que c'est là-bas que j'ai postulé les 2 années passées. Malheureusement, ça n'a pas donné. Alors, et au niveau BEPC, bon, s'ils ont beaucoup pris, c'est 4 ou 5 maxi. Alors, monsieur Élisée, oui. Est-ce que vous êtes en connaissance de comment ça fonctionne dans les autres pays de la sous-région, concernant les personnes vivant avec un handicap visuel? Il faut dire que, pour ce qui concerne les pays de la sous-région, il y a des pays qu'il faut féliciter. Voilà, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Voilà. Par exemple, au Niger, le quota de 5% est bien respecté. D'accord. Voilà. Et aussi, en Côte d'Ivoire, vraiment, les plaintes sont moindres en ce qui concerne le traitement
des personnes en situation de handicap. Mais est-ce que vous avez prospecté un peu sur le terrain privé? Sur le terrain privé, actuellement, je me bats. Par exemple, pour mon émission dont je vous parle, jusqu'ici, je n'ai pas encore bénéficié d'un accompagnement quelconque. Oui. Voilà. Donc, je peux dire que c'est le soutien de ma famille. Alors, c'est le combat de la vie, parce que pour moi, je n'ai pas de handicap. Oui. Donc, je fais tout ce que je peux faire pour avoir des revenus. Je le fais. C'est ainsi que je forme en informatique adaptée. D'accord. Voilà, donc on utilise l'ordinateur, donc il n'y a pas de limite. Alors, et aussi quelques cours que je dispense dans quelques modules aussi. Voilà, voir aussi... Jeunes les debout. Tout à fait. D'accord. Adèle, pour terminer. Oui. Comment vous voyez l'avenir? Pour moi, je vois l'avenir, il est déjà brillant pour moi. Et je vois que dans l'avenir, les choses vont changer. Et tout passe par le courage, par l'optimisme, par la foi. C'est vrai qu'actuellement, les choses ne sont pas comme on le souhaiterait. Mais dans l'avenir, les choses vont s'améliorer. Et je voudrais par là encourager mes frères et sœurs qui sont en situation de handicap. À un moment donné, vous perdez courage parce que vous vous dites que non, avec tout ce que j'ai pu faire, il n'y a point de considération. Donc, l'effort que j'ai fourni semble ne pas avoir de résultat ou semble être sans valeur. Ce n'est pas le cas. Voilà, nous avons des aînés, des gens qui sont dans la fonction publique comme dans le privé. Voilà. Et c'est grâce à cette lutte pertinente, cette lutte permanente également. Voilà. Donc, pour terminer, vous êtes un cœur à prendre ou il est déjà pris? Allez. Merci. Bien, oui. Non, c'est clair. Non, j'aime. Non, tout à fait. On est ensemble. Monsieur Nikémo, ou bien? Je suis un cœur à prendre. D'accord. Voilà. Vous êtes un cœur à prendre. Vous n'êtes pas fiancé, vous n'êtes pas marié. Non, je ne suis pas fiancé. Vous êtes à la recherche d'une âme sœur? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà des potentielles candidates? Bon, je crois qu'on verra bien. Est-ce qu'il y en a ou pas? Oui. D'accord. Bravo le chancelier maintenant pour la suite de cette émission avant que Mika ne rebondisse parce qu'elle a envie justement d'intervenir. La rubrique culture-musique, c'est maintenant en transition. C'est le rendez-vous de tous les jeudis. Bravo le chancelier. On y va. Alors, tu l'as bien dit, comme tous les jeudis, on est bien au poste pour, en tout cas, vous donner les grands rendez-vous. Et nous allons commencer par le grand concert live avec les enfants, organisé par l'association Bassavé pour le bien-être des enfants. Et c'est pour ce 31 janvier 2021, à partir de 14h du côté du Sénasa. Alors, en guest star, on aura Idak Bassavé, qui sera accompagné de Nina Meda, de Princesse Ashley et bien entendu Lati Shine. La 6e édition du festival Badinaba a prévu pour se dérouler du 29 au 31 janvier 2021 sous le thème production et commercialisation du pain Tontou. Voilà, notons que le festival a pour objectif de promouvoir la culture d'Afi, Marca et à travers des spectacles de chant et de danse du terroir. Alors, c'est un festival qui aura au programme une rue marchande, une conférence, un don de sang, des dépistages du col de l'utérus, un cross populaire et des prestations artistiques chaque soir du côté de la place Melonga. Et c'est à Dédougou. Nous parlons à présent du Festival international de la danse qui est à sa 9e édition et qui a ouvert ses portes depuis le 23 janvier et va se refermer le 30 janvier. Alors c'est à l'Institut français et au Grain des Arts Vivants de Ouagadougou à Sissin avec des spectacles chaque soir à partir de 20h.
4e édition du festival Garba à Bobo. C'est du 28 au 31 janvier 2021 sur le site de la SNC avec, bien entendu, une rue marchande, des expositions ventes et des concerts live chaque soir avec Floby, 6B, on a Saïd, Roi d'Oussama, Robo le Messi et également Malika Las l'Amazone. Et nous parlons à présent du festival international Art du Goût qui est à sa 6e édition et qui se passera du 27 janvier au 2 février à Bobo du Lasso, à la Maison de la Culture à Anselme Titiama Sanon, avec au programme des expositions, des panels, des ateliers, des projections, un carnaval et aussi un plateau artistique chaque soir. Et pour cette 6e édition, le thème retenu, c'est création contemporaine et numérique pour la revalorisation de la culture burkinabé. Nous parlons à présent cinéma avec ce grand film intitulé Présidentiel 2021 du réalisateur Yacouba Napon alias MCZ qui est projeté au Ciné Burkina du 25 au 31 janvier 2021 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Alors sur ce, on va souhaiter bon week-end et également bonne séance à tous. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. C'est enregistré, c'est noté. Nous avons de quoi, en tout cas, nous occuper sainement le week-end. Retour avec notre invité. Je rappelle Élisée Nikéman, qui est un communicateur né, monsieur entrepreneur en communication. et puis une histoire assez quand même particulière, une histoire qui peut retenir le souffle, couper le souffle, on va le dire. Tu as déjà le souffle coupé en fait. C'est avec beaucoup d'admiration que on échange avec lui pour qu'il partage avec nous ces belles expériences. Et j'espère qu'à la fin de cette émission, beaucoup de personnes vont réaliser que la vie, elle est tellement si courte et tient au bout d'un fil qu'il faut être absolument positif tous les jours. Lorsque nous avons la chance de voir les rayons du soleil, la chance de savoir à quel moment que le soleil se couche, nous devons mettre genoux à terre pour dire merci à Dieu. Parce qu'à côté, il y a un qui aimerait bien pouvoir donc recevoir ces rayons en pleine face, qui aimerait quand même faire la différence entre le jour et la nuit. Monsieur Nikéman, dans votre situation, est-ce qu'il vous arrive souvent de perdre la notion du temps? Alors, je peux dire que pour ma part, je me suis adapté à beaucoup de choses. Je me suis adapté à beaucoup de choses et pour moi, je les prends toujours du bon côté. Donc, en ce qui me concerne, certainement pour tout être humain, il y a de ces secousses-là qui vont toujours passer. Ces formes de vent qui vont essayer de te faire vaciller. Voilà, mais pour moi, je garde toujours le cap. Vous gardez toujours le cap. Vous avez également fait des études en théologie. Tout en fait. Est-ce que vous êtes sorti pasteur? Voilà, plusieurs m'appellent même, ils disent pasteur, pasteur. Je dis, bon, en ce qui concerne le ministère pastoral, je ne me suis pas encore lancé comme ça. Voilà, c'est vrai que je me suis fait former, j'ai fini, bon, je peux entamer un stage si je veux, mais d'abord, pour moi, je me penche du côté d'abord de la stabilité financière, voir certaines priorités et pouvoir bien faire le travail. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que pour être pasteur, il faut d'abord avoir une stabilité financière avant de se lancer? Non, je ne veux pas dire cela, mais chacun a sa façon de voir les choses. Mais parce qu'on voit quand même que chez les pasteurs, ça va, hein? Situation sociale quand même, ça va. Tous les pasteurs, effectivement. Tous les pasteurs. Quand je dis chez les pasteurs, il y a toujours l'exception qui fait la règle. Il y a des pasteurs, je pense que c'est la grande majorité justement, Drabo. Ceux qui se débrouillent et qui vivent comme des pachas ne sont pas nombreux. Par contre, ceux qui prêchent dans les brousses et qui cultivent pour se nourrir et nourrir leur famille sont de plus en plus nombreux. Il faut sortir hors des sentiers battus. Voilà. Et généralement, même c'est les fidèles qui aident ces pasteurs-là. Tant qu'ils
quand ils n'ont pas assez de surface cultivable, ils se retrouvent des fois, comme vous et moi, des fins de mois difficiles où il faut demander plus ou moins de l'aide. D'accord. Alors, M. Nikema, dites-nous, est-ce que papa, pasteur, pensait réellement qu'il a pu gérer, il a pu joindre les deux bouts pour s'occuper de vous? Je peux dire que le papa a pu faire de son mieux, mais il a été appuyé par d'autres personnes. Déjà avec l'abbé Pam, on avait un soutien, donc la scolarité en son temps, je dirais, était gratuite. Voilà, c'est à partir maintenant du lycée qu'il fallait aussi un accompagnement, d'une contribution. Et là aussi, j'ai eu du soutien venant d'un parrain au Canada, voilà, qui a supporté et voilà les frais. Et après le bac, il fallait que je quitte la famille d'accueil. Donc où aller? J'ai été en cité universitaire et j'ai fait quelques mois là-bas. Et après, j'ai été accueilli par la famille Ouedraogo. Je parle ici de M. Denis Ouedraogo et aussi de Mme Pascaline Ouedraogo, ainsi que de tous leurs enfants, voilà, qui m'ont accueilli dans la famille. Et vous y êtes jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Tout se passe bien? Tout se passe très bien. D'accord. Mika. Wow. Alors, je vous ai entendu dire que vous touchez un peu à tout, vous essayez de vous débrouiller Tout à fait. et tout, mais est-ce que vous arrivez à vous en sortir de façon satisfaisante? Bon, de façon Actuellement. satisfaisante, non. Voilà, parce que on pousse toujours, il y a des projets qu'on monte pour pouvoir se réaliser. Voilà, mais jusqu'ici, il y a toujours ce blocage sur le plan financier pour pouvoir réaliser ce qu'on a comme rêve jusqu'ici. D'accord. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce que vous pensez qui peut justifier le taux de faible employabilité de pour ce qui concerne en tout cas les personnes en situation de handicap? Par le gouvernement, je veux dire. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de postes à pourvoir ou bien c'est parce qu'il n'y a pas assez de postes que ces personnes-là puissent occuper comme il faut, ou bien c'est simplement le manque de confiance? Ou encore peut-être quoi, l'inquiétude de recruter des personnes qui sont pas performantes. C'est ça que je dis, le manque de confiance. Voilà, donc il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Et je peux dire à ce niveau que vraiment pour ce qui concerne la question de la confiance, c'est vrai, ça existe. Il y en a effectivement qui doutent de la compétence de la personne vivant avec un handicap. Mais est-ce que c'est justifié pour la C'est pas plupart? justifié, c'est loin parce que vous voyez mon parcours, je n'ai fait que 3 ans avec les personnes en situation de handicap. Donc c'est alors qu'après le CE1 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été dans une université de personnes en situation de handicap parce que ça n'existe même pas. Voilà, donc du CE2 jusqu'en année de licence, c'est avec des valides. D'accord. Et comment vous y prenez? Moi, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais apparemment vous avez survolé la question. Dites-nous, partagez le secret avec ceux qui sont en train de suivre cette émission. Alors, votre méthode d'étude, c'est quoi? Votre technique? Donc, il faut dire ici que d'abord, c'est la planification. D'accord. C'est la planification. Et il faut savoir tout simplement situer ce qu'on veut là au premier rang et s'en occuper. Si vous dites que vous voulez étudier et vous avez autre chose que vous poursuivez qui ne soit pas les études, alors vous risquez de perdre du temps. Voilà. Ça c'est clair. Ça au moins c'est clair. Merci. Bravo les chanceliers. Moi j'aimerais revenir sur la question de l'employabilité. Alors c'est vrai que l'État a beaucoup de dossiers sur la table. Aujourd'hui, quand on vous écoute, ça veut dire qu'avant vous, il y a eu des personnes diplômées qui n'ont pas eu la chance. Et après vous, il y en aura toujours. Est-ce que en votre sein, vous avez une organisation qui monte souvent au créneau pour appeler à l'État pour qu'il puisse appliquer vraiment ces textes-là que eux-mêmes ils ont pris, qu'ils ont signé
pour que ça puisse être en votre faveur? Parce que seul on ne peut pas faire ce combat. Est-ce qu'en votre sein, il y a une organisation par moment qui monte au créneau pour appeler l'État sur ces questions-là? Alors, il faut dire que des organisations, ça n'en manque pas. Mais est-ce que la performance y est réellement? Voilà, parce qu'il faut noter que ce n'est souvent pas facile lorsqu'on ne vit réellement pas la situation. C'est-à-dire quoi, le plus souvent, il est difficile pour toi qui es assis dans ton bureau là, d'aller défendre le dossier d'un étudiant qui est en train de composer son devoir. Lui, par exemple, ce qu'il a comme souci, le plus souvent, si on n'a pas pu avoir une franche et une bonne communication avec celui qui est dans le besoin, bon, on risque de défendre un dossier, mais qui finalement sera stérile. Voilà, donc il y a des organisations, certes oui, mais est-ce que réellement ils voient l'ampleur de la chose comme la chose elle-même? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes déjà en situation En de fait, quand je handicap parle dans ces organisations-là? Vous-même qui vivez la situation. Oui. Des organisations entre vous. Oui, il y en a par exemple, il y a l'association Je pense que des si élèves. c'est vous-même, vous pouvez mieux défendre ce dossier. Tout à fait, nous sommes là-dessus, effectivement, nous sommes là-dessus. Il y a une structure, comme je le disais, il y a l'association pour des élèves et étudiants handicapés voilà, du Burkina, voilà, qui mène des luttes dans ce sens, qui concerne spécifiquement le volet de l'employabilité. Voilà, il y en a qui luttent vraiment, mais bon, jusqu'ici, nous ne sommes pas encore vraiment au bout. Voilà. Alors, on espère ce matin que le cri de cœur de notre invité sera entendu par les autorités, que les choses vont bouger dans le bon sens pour leur intégration, pour leur participation effective au développement de notre pays, le Burkina Faso. De quoi sont faits les jours de M. Élisée Nikema, du matin au soir? Quelles sont vos occupations? Merci bien. Voilà, ok. Je peux dire que mes journées sont plus occupées par, je vais dire, des activités. Je travaille le plus souvent seul. Voilà, donc il y a beaucoup de lectures à faire. Il y a aussi beaucoup de rédaction à faire et aussi des enregistrements des émissions pour pouvoir les diffuser sur les radios. Voilà, et aussi accompagner tous ceux-là, voilà, qui sont le plus souvent dans un besoin où ils ont besoin de mon intervention, voilà, pour réaliser certaines choses. Oui, ça c'est sur le plan professionnel. Et sur le plan social, qu'est-ce que vous faites en cours de journée? Bon, en cours de journée, bon, il faut dire qu'une fois que je finis ce que j'ai comme tâche, bon, je me divertis soit par, comme je le disais, par la lecture comme ça, voilà, et souvent aussi écouter de la musique, voilà, et encore projeter mon programme des jours à venir. Donc, les journées ne sont pas si chargées comme ça. C'est pas si chargé. Voilà. Donc vous n'avez pas de distraction entre amis? Bon, distraction entre amis, aujourd'hui, il faut dire que les distances sont réduites à cause, bon, pas à cause, grâce aux réseaux sociaux. Voilà, donc je peux dire qu'on là maintenant de chez moi, je peux me distraire avec les amis sur les plateformes WhatsApp surtout. Et boire un verre entre amis? Oui, le plus souvent, oui. Et surtout le week-end. On sort souvent, on sort aussi. Vous êtes un jeune, vous sortez très souvent. Alors dites-nous, monsieur Nikema, est-ce que vous avez été une fois victime de stigmatisation du fait de votre handicap? Bon, à ce niveau, je peux dire oui, mais c'est quelques rares fois. Et là aussi, il y a de quoi comprendre. Il y a de quoi comprendre parce que pour plusieurs,
la perception de la personne handicapée n'est pas bonne. Voilà, déjà pour eux, c'est quelqu'un, bon, il ne peut rien faire de lui-même. Voilà, il y a eu des individus que j'ai compris, parce que pour eux, déjà, même, ils se disaient que non, bon, il faut aller jusqu'à tel point pour l'accompagner, quoi. Alors que il veut se sentir comme vous-même. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, bon, ne voudrait pas que tu mettes en avant son handicap, quoi. Voilà, donc il y a eu des gens qui l'ont fait par faiblesse, leur propre faiblesse. Il y en a aussi qui l'ont fait par ignorance, je peux dire. Voilà, donc pour moi, j'ai toujours eu ce sens-là de comprendre dans de telles situations. Sinon, j'en ai été vraiment victime. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous êtes également habité par une sagesse. Et cette sagesse qui fait que vous arrivez à comprendre les uns les autres, à relativiser et surtout aussi à comprendre par moments que certains actes peuvent être posés par ignorance ou peuvent être posés par des personnes qui ignorent un peu plus la portée de l'acte. Et tout ça, c'est de la hauteur d'esprit. En tout cas, merci pour le partage d'expérience. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci d'avoir été là pour édifier encore cette jeunesse et apporter encore plus votre belle et exemplaire donc expérience, et qui va sans doute permettre à ces jeunes-là de se revoir, de vraiment se refaire et surtout de regarder autrement les choses arriver et de pouvoir se dire que la vie est telle qu'aujourd'hui nous devons l'accepter et surtout jouir pleinement des prérogatives qu'elle nous donne, mais aussi à côté nous dire que tout peut s'arrêter un seul jour. Alors, et lorsque ça peut s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de nos vivants être utile à l'autre, être utile à notre prochain, être utile à cette société. Mika, avant que nous n'ayons pour la fin de cette émission. D'accord. Alors, j'ai cette question-là. On est parfois mécontent de voir des personnes entassées au niveau des feux tricolores et un peu partout dans la ville en train de mendier et tout. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part justifié par le fait qu'il n'y a pas assez d'emplois? Parce que souvent on se plaint comme quoi ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire et tout et tout. Mais est-ce que quelque part c'est pas parce qu'ils sont aussi ils se retrouvent, ils n'ont pas le choix? Ils n'ont pas eu la chance d'être encadrés, ils n'ont pas eu la chance. Ou les mendiants qui ont un handicap visuel. Non, mais je parle surtout des le cas visuel. Monsieur Nikema, oui. Alors à ce niveau, il faut dire que la base c'est l'éducation. Vous allez voir qu'il y a des familles dans lesquelles leur valeur, c'est de refuser de quémander. C'est une valeur. Donc déjà, la base, c'est l'éducation. Et à partir de l'éducation, il y a des valeurs qui nous sont communiquées. Donc le plus souvent, lorsque ces valeurs font défaut, il y a cette déchéance-là, le plus souvent, qui peut arriver. Et on va se dire que non, c'est parce qu'il n'y a pas autre choix. Bon, il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer ça. Voilà, sinon, le combat n'est pas juste pour un minimum de personnes. Tout être vivant peut se battre parce qu'on a Dieu qui nous accompagne. Est-ce qu'il y a-t-il une approche, une démarche pour inclure ces personnes que l'on trouve déjà aux abords des rues? Alors oui, il y a effectivement. Bon, je vois déjà que depuis quelques années, au niveau étatique, ils avaient déjà entamé des démarches, mais c'est pas suffisant. On peut recadrer, mais il faut déjà voir les motivations de tout un chacun. Pour certains, c'est positif. C'est positif. Bon, je vais parler ici de certaines personnes qui voient un gain, par exemple, dans la mendicité. Bon, la personne, c'est comme en quelque sorte une formation, quelque chose comme ça. Donc, déjà, il y a un changement de mentalité pour certaines personnes qu'il faut. Voilà. La démarche, ce n'est pas seulement de dire, nous ne voulons pas plus qu'il y ait de la mendicité. Non, non, non. Ce n'est pas à ce niveau. Il faut d'abord une sensibilisation au niveau même de la société. Monsieur Nikema, j'ai une série de quelques questions pour vous que vous allez répondre par oui ou non, rapidement. Alors, est-ce que vous êtes prêt à accepter un boulot que l'on vous donne par pitié pour votre état? Un boulot qu'on me donne par pitié pour mon état, il me sera difficile de l'accepter. Si parce que je me rends compte que c'est vraiment par pitié. Est-ce que vous allez démissionner?
Si vous vous Si on rendez a compte masqué que c'est par et que pitié. plus tard vous vous rendez compte que c'était par pitié que l'on vous a accepté, allez-vous démissionner ou vous allez rester? Je vais démissionner. Vous allez démissionner? Oui. Est-ce que seriez-vous prêt à entreprendre une relation avec une femme qui viendrait également par pitié avec vous pour le restant de votre vie? Merci bien. Je ne serai pas pour. L'amour ne s'appuie pas sur la pitié. Est-ce que, M. Nikémon, votre préférence serait d'avoir une femme valide ou une femme également qui vit avec un handicap visuel? À ce niveau, je dirais que je me plairais à vivre avec la femme que Dieu m'a destinée. Qu'elle soit Valide. handicap Qu'elle soit handicap ou qu'elle soit ou valide. qu'elle soit valide. Alors, quel est votre plat préféré, M. Nikémon? Alors, donc, mon plat préféré, c'est le haricot. C'est le bon aussi. Un bon Non, mais le bon aussi devait manger du pain avec C'est la le bon aussi. Avec du riz ou du couscous. La dernière fois que vous avez courtisé une fille, c'était quand? La dernière fois que j'ai... Que vous avez dragué? C'est en décembre, non? Non. C'est actuel. C'est pas récent en tout cas. C'était C'est pas quand? récent. Bon, il faut dire au moins 3-4 ans comme ça. Hein. Est-ce que ça a marché? Plus ou moins. Plus ou moins. Parce que ce fut une histoire. Merci beaucoup. Allez, on s'arrête là, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci, M. Nikéma. Et surtout, bon vent. Encore félicitations et courage. L'émission sera sur la page de l'apéro déjeuner avec le contact de l'invité pour vous permettre de rentrer justement en contact avec lui et de pouvoir lui apporter tout votre soutien et votre accompagnement. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu protège toutes ces personnes qui vivent avec un handicap, que ce soit visuel, physique ou mental. Soyez bénis et à demain pour le dernier numéro. On vous remercie. Merci.